Bonsoir, bonsoir chers amis. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir sur la web télé, comme on dit, de l'Institut de la Vision des 15-20, la deuxième édition de cette web télé qui ce soir est consacrée aux maladies de la rétine, les maladies héréditaires dégénératives de la rétine et aux thérapies géniques. Lorsque l'on dit thérapie génique, tout de suite il y a une sorte de halo, de fantasme, de questions, de fascination et peut-être de crainte attelée à cette notion de thérapie génique. Nous allons les évoquer et nous allons déconstruire tout ce qui est de l'ordre de la crainte avec les participants à cette web télé ce soir que je vais vous présenter. À côté de moi, Isabelle Odo, qui est médecin-chercheur, professeur à Sorbonne Université, spécialiste des maladies rétiniennes héréditaires. Vous travaillez, chère Isabelle Odo, au CHNO des 15-20 bien évidemment, et vous êtes co-directrice d'équipe dans le département génétique de l'Institut de la Vision. À côté d'Isabelle Odo, et qui interviendra évidemment ce soir, Sylvain Fisson. Bonsoir Sylvain Fisson. Vous êtes professeur d'immunologie à l'université Paris-Saclay. Vous êtes un scientifique, vous n'êtes pas médecin. Vous faites de la recherche fondamentale, et c'est là que vous allez m'ajouter et translationnelle. Pardon, translationnelle. Vous voyez comme je n'y connais rien. Vous allez tout de suite me dire qu'est-ce que c'est que translationnel ? C'est le transfert du fondamental vers l'appliqué, c'est-à-dire par exemple la clinique. C'est très clair. Vous avez également créé le Club scientifique national de la neuroimmunologie. Et puis nous aurons ce soir, comme le mois dernier, vous le savez, je pense que vous avez compris le dispositif, une patiente référente qui est à côté de nous, qui s'appelle Camille Caron. Bonsoir Camille Caron, nous vous écouterons tout au long de cette session. Vous avez 24 ans, vous êtes étudiante en kinésithérapie, vous souffrez de l'amorose de Leber, qui est une maladie dégénérative rétinienne, et vous êtes accompagnée ce soir par votre auxiliaire de vie et votre complice qui s'appelle Oslo, qui est couché à vos pieds. Ce n'est pas un homme, c'est mieux que ça, c'est un golden retriever. Il est là et on le verra tout à l'heure. Pour le moment, il fait la star un peu « laissez-moi tranquille ». Voilà. Alors, énormément de questions également des internautes que nous traiterons à la fin de l'émission, mais nous allons commencer de manière excessivement pédagogique, lisible et limpide par des questions très simples. Je m'adresse à vous, professeur Odo. Qu'est-ce qu'une maladie rétinienne dégénérative, dans le bon ordre, une maladie génétique rétinienne ? Donc déjà, ça atteint la rétine, c'est-à-dire le tissu nerveux qui est au fond de l'œil, qui est en quelque sorte la pellicule photo du fond de l'œil qui nous permet de voir. Et donc génétique, c'est-à-dire qu'il y a une modification du code génétique qui fonctionne par une succession de lettres, donc une faute d'orthographe dans le code génétique, sur un gène qui est très important pour fabriquer un acteur fondamental pour la vision. Et dans les pathologies rétiniennes d'origine génétique, on parle surtout de dégénérescence des photorécepteurs, qui sont les premières cellules qui vont capter la lumière et transformer la vision, enfin le signal lumineux, en signal nerveux vers le cerveau. Alors, j'ai dit les maladies. Il y en a toutes sortes de maladies. C'est très hétérogène, ces maladies héréditaires. C'est un groupe de maladies rares. Ouais. Donc, rare, ça veut dire une personne sur oui, quelles sont les proportions à peu près ? C'est à peu près une personne sur 4000. Ouais. Et ça touche, c'est à peu près la même prévalence de par le monde. Et par ailleurs, c'est un groupe très hétérogène. On va dire que la plus fréquente des maladies rares de la rétine, c'est la rétinopathie pigmentaire. Mais il y a d'autres pathologies, comme l'amorose congénitale de Leber, qui est probablement une des formes les plus sévères dans tout le spectre des maladies rétiniennes rares. J'ai envie de poser une question de béotien, mais il y a des gens qui pensent savoir ce que c'est que la rétine, mais qui auraient du mal à l'expliquer ou à la définir de manière très simple. Qu'est-ce que la rétine, professeur Fisson ? La rétine, on en entend effectivement beaucoup parler. Ouais. C'est un tissu qui tapisse en fait le fond de l'œil et qui permet de recevoir et de détecter des signaux lumineux, ce qu'on appelle des photons, qui vont être donc détectés et capturés par des molécules dans ce qu'on appelle les photorécepteurs que Isabelle nous a introduits il y a quelques instants. Et ensuite, ces signaux lumineux sont transformés en signaux nerveux. On peut le comparer à des signaux électriques qui vont ensuite être conduits par le nerf optique jusque dans l'aire cérébrale postérieure, qui est l'aire visuelle, et qui va permettre ensuite d'être décodé et transformé en images. Alors, quels sont, ça c'est une question qui intéresse forcément les gens qui nous regardent, et je vais m'adresser à Camille dans un instant, mais quels sont les signes cliniques d'apparition de ces maladies héréditaires de la rétine ?
Donc il y en a toute une variété, oui, j'imagine. Ça va dépendre des formes. J'ai parlé de la rétinopathie pigmentaire qui est de loin la plus fréquente des maladies rares. Donc c'est une maladie qui va toucher d'abord les bâtonnets, qui sont nos cellules importantes pour l'obscurité, la vision dans l'obscurité ou l'ajustement à l'obscurité. Donc un des premiers symptômes, c'est des troubles dans des environnements peu éclairés, quand la nuit tombe, dans les cages d'escalier mal éclairées. Et puis le deuxième signe, quand les cônes vont commencer à être touchés, les cônes étant nos cellules de la vision du jour, eh bien, on va avoir une dégénérescence des cônes de la périphérie vers le centre. Et du coup, ça va se manifester par un rétrécissement du champ visuel, un peu comme une maladie plus fréquente qui s'appelle le glaucome. Oui, on connaît bien. Et voilà. Et du coup, les patients vont être maladroits, vont se cogner, peuvent avoir des accidents assez graves, notamment s'ils méconnaissent ça par rapport à la vision, par rapport à la conduite automobile. Et donc, ultimement, dans la rétine pigmentaire, on a une vision en tunnel. Et dans les formes les plus sévères, on peut perdre la vision centrale. Alors, c'est le moment de s'adresser à notre patiente référente, Camille. Donc, j'avais dit que vous aviez 24 ans, que vous étiez étudiante en kinésithérapie. C'est ça. Vous êtes à Paris pour vos études. Oui. Vous êtes accompagnée donc par l'indispensable Oslo. On en parlera tout à l'heure pour les questions d'autonomie et de vie quotidienne. Vous avez ce chien avec vous depuis 2 ans. Vous avez 24 ans. À quel âge, de quelle façon cette maladie qui vous touche a été détectée? Qui l'a détectée? Racontez-nous. Ça a été détecté quand j'avais 3 ans par mes parents. En fait, ils se sont inquiétés parce que je regardais beaucoup les lumières au plafond. J'avais des difficultés à me déplacer dans les zones de pénombre. Ce que vous venez de dire. Voilà, exactement. Et donc, du coup, de là a été fait toute une batterie d'examens ophtalmologiques au CHR de Lille, puisque je viens du Nord. Et d'où le diagnostic est tombé de l'amorose de Leber. Voilà. Est-ce que vous savez ou est-ce que vos parents vous ont raconté par la suite, rétrospectivement donc, comment ils ont réagi, s'ils ont été bouleversés, très inquiets? Ensuite, on évoquera, de votre point de vue à vous, l'annonce du diagnostic. Mais est-ce que vos parents ont eu le sentiment que le ciel leur tombait sur la tête? Oui, je pense c'est pas quelque chose c'est pas simple à gérer. Puis je pense qu'il y a une méconnaissance autour de cette maladie. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Il y avait vraiment, on a été voir plein de spécialistes. Voilà, plein de spécialistes. Ouais. D'accord. Professeur Fisson, c'est très important. Ce moment où on annonce une de ces maladies. Alors, c'est effectivement un moment qui doit être extrêmement important. Alors, en tant que scientifique, moi, je ne suis pas en contact. Nous ne sommes pas en contact avec Vous êtes en les deuxième patients. ligne. Voilà, on est en deuxième ligne. Mais c'est vrai qu'on a la conscience que c'est vraiment un moment important pour les patients. Et c'est quelque chose qui nous porte aussi dans nos actions de recherche fondamentales. On commence par le fondamental pour aller vers la clinique. Mais on sait que c'est quelque chose qui va apporter à un moment donné. Professeur Odo, comment ça se passe, ce moment de l'annonce, ce rapport avec le patient ou avec la famille du patient quand il s'agit d'un enfant de 3 ans et ça peut être des enfants plus petits encore? Donc c'est pas facile. Ouais. Et en fait, l'histoire de Camille est tout à fait caractéristique. Ouais. C'est que souvent, les patients qui vont arriver dans des consultations très spécialisées, comme un centre de référence maladie rare que nous avons au CHNO des 15-20, il y a souvent eu toute une histoire d'errance diagnostique parce que nos collègues de ville, qui sont surchargés, qui ne connaissent pas bien les maladies rares, parce que peut-être ils en verront qu'une fois dans leur carrière, vont hésiter et ne vont pas forcément penser en premier à ces maladies rares. Donc souvent, quand les patients arrivent dans des consultations spécialisées, il y a toute cette histoire lourde et une angoisse. Et puis là, il va y avoir un certain nombre d'examens spécialisés qui vont être essentiels pour confirmer ou pas le diagnostic. Et donc, il y a toute cette journée qui va être d'examens très précis, etc. Et puis, il y a le moment où le médecin va interpréter les examens et donner une sorte de verdict auquel on doit, en tant que médecin, même si au bout de plusieurs années d'exercice, on ne doit pas s'habituer à cette notion de verdict. Il faut rester, on va dire, conscient que pour le patient ou sa famille, ça fait longtemps qu'ils attendent ce moment-là. Donc, il y a une annonce qui va être délicate.
qui va être... D'abord, moi, j'aime bien expliquer les choses parce qu'il y a déjà des symptômes, que ce soit sur l'enfant ou des patients plus adultes. Et donc, on va essayer d'expliquer pourquoi ces symptômes en fait, conduisent à ce diagnostic et comment les examens complémentaires qu'on a conduits peuvent du coup expliquer les choses. Le facteur temps est essentiel, c'est-à-dire prendre suffisamment en amont ou le plus vite possible. Alors, je pense qu'il y a une question, on va dire, au niveau psychologique qui est fondamentale. C'est toute cette errance diagnostique qui va générer du stress pour le patient. Et donc, dans ce domaine-là, le facteur temps, c'est important pour pouvoir, même si c'est un verdict, au moins mettre un nom d'une maladie sur des symptômes qui durent depuis longtemps. Alors, mettre ce nom, ça ne veut pas dire malheureusement, ça y est, maintenant on a tout compris et on va pouvoir traiter. Et c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui. Mais déjà, rien que de mettre un nom sur des symptômes, ça permet de rationaliser des choses et peut-être certaines angoisses. Absolument. Et après, c'est le début de l'angoisse par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y aura un traitement ? Est-ce qu'il y aura une thérapie adaptée ? Vous vouliez intervenir ? Oui, le facteur temps est aussi important d'un point de vue thérapeutique sur la prise en charge au niveau moléculaire et cellulaire, parce que plus la maladie a évolué, plus on l'a diagnostiquée tardivement, plus elle va être compliquée à prendre en charge. Et donc c'est vraiment quelque chose de crucial aussi dans les études fondamentales et qui vont avoir des impacts cliniques, cette capacité à détecter le plus tôt possible la maladie. Alors parlons donc de la thérapie génique. Il y a plusieurs types de thérapie génique. Est-ce que vous pouvez... C'est comme une fusée à 3 étages. Qu'est-ce que c'est que la thérapie génique d'ailleurs ? Expliquez-nous, s'il vous plaît, professeur Fisson. Isabelle Odo a très très bien expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les maladies génétiques rétiniennes, avec les fautes d'orthographe dans le livre qui est notre génome. Absolument, l'image est très percutante d'ailleurs, voilà, les fautes d'orthographe. C'est parfait. Et en fait, l'idée de la thérapie génique, c'est d'aller corriger ces fautes d'orthographe, comme avec un petit blanco, essayer de réparer la lettre, de mettre la bonne lettre. Alors, soit on change uniquement la lettre, ça c'est les thérapies géniques standard, très moderne, tout à fait moderne, dont on entend parler beaucoup avec les CRISPR-Cas9 ou Cas9, tout dépend si on le dit en anglais. Mais en fait, on peut aussi changer intégralement le mot. Le mot qui était erroné, on va changer complètement le mot, voire la phrase complète. Et ça, c'est différents types de thérapies géniques, ce qu'on appelle des thérapies géniques de correction ou des thérapies géniques insertionnelles, c'est-à-dire qu'on va intégrer un nouveau gène qui fonctionne, celui-là, en supplément de celui qui ne fonctionne pas. Alors, vous dites on va intégrer un gène correcteur ou un nouveau gène, un gène médicament en quelque sorte. Exactement ça, c'est un gène médicament. Comment intègre-t-on ? Où ça se passe concrètement ? Comment ça se passe ? C'est sous forme d'une injection qui intègre, qui est le transporteur du gène ? Je connais un peu la réponse, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous allez nous l'expliquer. C'est un virus non pathogène qui transporte. Expliquez-nous tout. Alors, déjà, pour refaire un tout petit peu d'histoire, très rapidement, en quelques secondes, depuis le début vous avez tout le temps. Depuis la fin des années 90, début 2000, le génome humain a été séquencé. Et, donc et d'ailleurs, la France y a participé en très large partie. Et en fait, on sait maintenant quelles sont les déficiences et on sait qu'est-ce qu'il faut corriger. La question qui suivait, c'était comment on va faire cette correction ? Comment on va transporter ce gène médicament à l'intérieur de nos cellules, ce qu'on appelle dans le noyau. Et en fait, on utilise pour ça quelque chose qui est finalement dans la nature, ce sont les virus. C'est une des stratégies, les premières stratégies utilisées, c'est l'utilisation de vecteurs viraux. On ne parle plus de virus en tant que tels parce qu'ils ne sont pas pathogènes. Ils sont transformés, on les appelle des virus recombinants, parce qu'ils sont modifiés pour ne plus être capables de proliférer et de rendre malade en fait. Et donc ce sont ce qu'on appelle des vecteurs. Et ces vecteurs ont, comme pour les virus naturels, la capacité de s'intégrer dans une cellule, de pénétrer nos cellules. C'est comme ça qu'ils ont évolué avec nous. Et donc on profite de cet avantage pour transférer notre gène médicament grâce à ces chevaux de Troie. Donc on utilise un cheval de Troie qui va pénétrer nos murailles cellulaires pour aller transférer le gène médicament. Alors ça se fait sous la forme d'une injection. Alors, la question suivante, effectivement, c'est ce vecteur viral, comment est-ce qu'on l'introduit dans l'organisme ? Alors, ce qui s'applique à l'œil, c'est la thérapie génique in vivo, c'est-à-dire qu'on va injecter ce vecteur médicament contenant le gène médicament dans l'œil directement. Donc ça nécessite de faire une injection avec une aiguille, une seringue, sous anesthésie, bien entendu. Et sinon, il existe un autre type de thérapie génique qu'on appelle ex vivo, c'est-à-dire qu'on récupère les cellules que l'on veut corriger, comme par exemple les cellules du sang ou de la moelle osseuse, qu'on va traiter
in vitro dans une boîte de pétri ou dans une boîte de culture, et on va ensuite, après lavage et purification, les réinjecter au patient. Mais ça, c'est pas applicable à l'œil, parce qu'on va pas enlever l'œil de son orbite, le traiter et le réimplanter. Ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Encore. On parlera peut-être de. Oui, on parlera du futur, voilà, mais à la fin. Oui. Pour l'instant, on n'en est pas. On n'en est pas encore là. Alors, je me tourne vers vous. D'abord, je voulais savoir si vous aviez des questions, parce que c'est le moment ou jamais. L'idée est que ce soit interactif. Et puis, j'aimerais que vous nous racontiez, Camille, vous avez 24 ans, vous êtes parfaitement au fait de tout ce qui a été le processus thérapeutique en ce qui concerne votre maladie. Quel a été le traitement ? Du coup, le traitement, il s'est fait en 2019, en juillet. Déjà, ça a été juste revenir sur votre parcours, l'annonce en fait de cette thérapie génique. Ça a été vraiment incroyable parce que j'étais dans une période où ma vision baissait beaucoup. J'avais perdu 1/10 en peu de temps. Ça commençait vraiment à devenir difficile de me déplacer. C'était vraiment dur psychologiquement. Et vous aviez peur de la cécité, vous aviez peur de perdre complètement la vue. Oui, c'est sûr. Et puis bon, c'est vrai que ça faisait un moment que moi et mes proches, on attendait un traitement, quelque chose. Donc on était quand même toujours dans l'espoir qu'il y ait une nouveauté qui sorte. Et donc voilà, le fameux jour où je vais avec mon père au 15-20. Et on s'attendait pas du tout à cette annonce. On y allait genre en mode ouais, c'est bon, ça va être une batterie d'examen, toujours comme d'hab, quoi. Il y aura rien qui va changer. Puis on se retrouve dans votre bureau, professeur Odo, et là vous nous annoncez que il y a une thérapie génique qui est possible. Et là, c'était incroyable. J'en revenais pas. On a d'ailleurs pleuré tous les deux dans le couloir. Vous allez faire pleurer le professeur Odo qui a les yeux, qui a les larmes aux yeux. Non, mais c'est très émouvant. Mais c'est très émouvant parce que c'est cette fameuse relation dont on parlait, du patient et du praticien. Vous voulez prendre la suite, vous voulez continuer cette histoire magnifique de quasi-renaissance, quoi. En fait, renaissance de l'espérance. Ce premier médicament thérapie génique, donc qui fait suite à toute une série de protocoles de recherche, de validation, etc. Ça a vraiment changé notre paradigme. Oui. Et c'est vrai que les fois où dans l'équipe, on annonçait, ça y est, en fait, il y avait certains patients qui sont venus et qui nous ont dit, ouais, voilà, c'est encore un protocole de recherche, etc. Et en fait, c'est le fait de dire, non, c'est pas un protocole de recherche, c'est un traitement qui maintenant est validé. C'est là où même nous, on a réussi enfin à se convaincre qu'au bout d'années de recherche, etc., on avait enfin un premier produit qui pouvait être considéré comme un traitement pour améliorer la vision des patients, pour tenter de la stabiliser. Et voilà, c'est quelque chose d'excessivement positif aussi, après avoir annoncé des mauvaises nouvelles, de dire voilà, enfin, c'est peut-être un seul traitement, mais quelque chose de très, très encourageant. Donc ce traitement, vous l'avez reçu quand ? Donc je l'ai reçu en juillet 2019. Oui. On a commencé par l'œil gauche parce que c'était mon œil le plus faible. Et 10 jours après, on a fait l'œil droit. Très bien. Moi j'y allais en me disant de toute façon, si déjà c'est stable, c'est déjà très bien. J'en attendais vraiment pas plus en fait. Je me disais si c'est stable, c'est cool. Et en fait, donc, l'opération de l'œil gauche s'est très bien passée. J'ai eu aucune complication oculaire, rien du tout. Sauf si juste l'anesthésie générale, quand on me l'a injecté sur mon bras droit, la veine, elle a claqué. Donc du coup, tout le produit, il s'est répandu. Enfin bref, c'est rien du tout comparé à au résultat qu'il y a eu. Et pour l'autre œil, il y a eu un problème avec l'autre Non, œil ? il n'y a rien eu parce que Très du coup, bien. ils l'ont fait dans le bras gauche. D'accord. Donc c'était bon. D'accord. C'était OK. Oui. Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires ? Et puis on va en parler de manière plus générale, mais est-ce qu'il y a eu des effets secondaires ? Est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives ou problématiques ? Pendant une certaine période, c'est vrai que il y avait comme une sorte de bulle qui se promenait dans l'œil en fait. Et c'était flou, l'œil était quand même assez sensible, je pouvais plus faire de sport, il fallait attendre en fait. D'accord. Ouais. La récupération ? Mais dès le départ, j'ai vu... une amélioration. Ouais, quand j'ai commencé par l'œil gauche,
j'ai vu déjà la différence de luminosité en comparant avec l'œil droit. Bien sûr. Et je me suis dit, mais ouais, ok, C'est bon. il y avait vraiment une grosse différence de luminosité. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir, alors là, il y a un récit quasi miraculeux fait par Camille, mais est-ce qu'il peut y avoir des complications, des effets secondaires, des effets indésirables? En médecine, on a l'habitude de dire que le Plus que zéro oui. n'existe pas. Oui. C'est bien sûr un traitement qui va consister, comme Sylvain l'a dit, en une injection sous la rétine, Oui. donc c'est quand même délicat. Oui. Et on a la chance d'avoir de très bons chirurgiens au niveau des 15-20 pour délivrer ce type de traitement. Et à tout moment, on injecte aussi un matériel étranger. Donc ça, Sylvain pourra nous parler Oui. de toute cette partie-là, Oui. avec du coup un traitement à prendre d'anti-inflammatoires, de corticoïdes au moins au début pour limiter les risques d'inflammation. Et puis après, comme c'est une injection sous la rétine qui est quand même fragilisée, donc il faut voir comment cette rétine va supporter cette injection, cette petite bulle qu'on va faire pour délivrer le virus qui va ensuite rentrer dans les cellules cibles. Voilà. Sylvain, Oui. précisément, par rapport à ce que pour compléter ce que vient de dire le professeur Odo sur les effets indésirables, les corps étrangers et tout ce qui peut s'en suivre d'imprévisible. Alors effectivement, quand on fait de la thérapie génique, je l'ai Oui. dit tout à l'heure, on injecte classiquement un vecteur C'est ça. qui vient d'un virus, et donc l'organisme, lui, il fait pas forcément la différence entre un virus qui nous veut du mal et ce vecteur viral qui, lui, est censé être bénéfique et nous guérir. Donc lui, il va réagir, notre organisme va réagir, et en particulier le système immunitaire va détecter ce qu'on appelle des signaux de danger associés à cette particule virale. Et donc va déclencher potentiellement une inflammation. Donc pour prévenir ces risques d'inflammation, qui sont quelque part naturels, c'est spontané, eh bien on va mettre des immunosuppresseurs. Mais c'est vrai que l'impact des immunosuppresseurs n'est pas non plus neutre. zéro. Ouais. C'est pas neutre. Donc Ouais. il faut essayer on cherche actuellement aussi à essayer d'injecter le minimum d'immunosuppresseurs, de trouver ceux qui ont le moins de conséquences potentielles, et peut-être de trouver des alternatives, d'autres stratégies qui nous éviteraient d'utiliser ce genre de molécules qui vont inhiber les réponses immunitaires et peut-être pas que contre ce vecteur viral. Et donc on est en pleine effervescence actuellement en recherche fondamentale et préclinique pour trouver de nouvelles stratégies. Et il y a des pistes. On en parlait tout à l'heure, pour le futur. Exemple, oui, tout à fait. Mais voilà. on a beaucoup entendu parler d'optogénétique. Professeur Odo, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est précisément l'optogénétique ? Donc là, c'est une stratégie un petit peu différente. Oui. Jusqu'à présent, on a parlé de thérapie génique par remplacement de gènes quand il y a un gène dont le code génétique est modifié. Ici, l'idée, c'est de faire de la thérapie génique pour donner une nouvelle fonction à la cellule. Donc amener un gène par un virus qui va donner une nouvelle fonction. L'idée de l'optogénétique, en tout cas tel que l'essai thérapeutique actuel est en cours, c'est que dans les maladies rétiniennes dégénératives, la rétine va perdre ses photorécepteurs. Donc c'est les seules cellules qui sont capables d'être sensibles à la lumière et de générer du signal visuel. Par contre, la rétine étant constituée de différentes couches, la couche superficielle de la rétine qui est censée transférer le signal des photorécepteurs vers le nerf optique est encore là. Donc l'idée, c'est que ces cellules qui sont encore là, mais qui ne sont absolument pas photosensibles, est-ce qu'on peut les rendre sensibles à la lumière ? Donc là, c'est une thérapie génique par une injection dans l'œil, mais pas sous la rétine, puisqu'on veut traiter la surface de la rétine. Et dans le virus, au lieu d'avoir un gène qui va remplacer le gène malade, on va avoir un gène qui va coder pour une protéine, un agent photosensible, qui va rentrer dans les cellules superficielles de la rétine, qu'on appelle les cellules ganglionnaires. Ce gène va se mettre à fabriquer cette molécule photosensible, qui est en fait dérivée des algues. Et c'est cette molécule photosensible qui va générer de la perception visuelle. Alors, dans le cas de l'optogénétique, ça se passe, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce nouveau photopigment doit être activé par une lumière très particulière, une lumière ambre, orange. Donc ceci va être du coup couplé à des lunettes qui en quelque sorte font un peu appel à l'intelligence artificielle, dans le sens où les lunettes vont scanner l'espace et transformer les images que l'on va voir dans l'espace en signal ambre qui va aller ensuite stimuler ce nouveau photopigment et générer de la vision.
Vous vouliez ajouter quelque chose, professeur Oui, non, Fisson? mais je bois les paroles d'Isabelle Oui, parce que nous tous. c'est. Tous les gens qui regardent, oui, c'est fascinant. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment prendre conscience que Oui. c'est une révolution conceptuelle aussi, parce que si Dans on veut quel faire sens? si on veut faire une sorte d'analogie, Oui. d'une métaphore, nos photorécepteurs qui tapissent vraiment le fond Mhm. de la rétine sont comme des centrales solaires avec des panneaux solaires déjà faits pour ça, spécialisés pour ça, pour produire de l'énergie. En l'occurrence, la détecter des soleils, les photons. Ouais. Mais c'est comme si là, en l'occurrence, on met des panneaux solaires sur des maisons qui, à la base, ne sont pas faites pour ça. Mm. Et on les transforme en sorte de mini-centrales solaires. Alors, c'est vraiment révolutionnaire. Et c'est ce que l'Institut de la Vision, d'ailleurs, a été pionnier dans ce domaine. Avec Denis toute une Dalcara, équipe, avec le professeur Sahel, c'est ça? Oui. José Alain Sahel, Denis Ouais. Dalcara Ouais. et bien Ouais. d'autres Ouais. ont contribué largement à cette nouveauté. Avec On n'atteindra prudence, pas, avec pas prudence, oui. cependant, je pense, une sensibilité ou quelque chose d'aussi spécifique, spécialisé que les fameuses centrales solaires que sont nos photorécepteurs. Mais on avance vraiment. L'idée de toutes ces thérapies géniques, que ce soit l'optogénétique et puis celles qui sont un tout petit peu en amont, dont vous avez bénéficié, c'est que le patient retrouve son autonomie, que le patient puisse à nouveau, dans la vie quotidienne, évoluer le plus aisément possible. C'est ça l'idée de l'autonomie? Et après, vous allez témoigner, Camille. Alors, l'autonomie, elle peut commencer avant, hein, parce qu'il Oui. y a toutes les mesures de soins courants, de rééducation, etc. Mais l'idée de toutes ces thérapies innovantes, c'est de redonner une fonction visuelle utile qui va surpasser ce que l'on peut obtenir par des techniques de rééducation standard, tout à fait. Est-ce que vous êtes étudiante en kinésithérapie à Paris, Camille, Oui, vous avez c'est 24 ça. ans, je me répète, je radote, mais donc ça veut donc dire que depuis que vous avez bénéficié de ce traitement, vous êtes autonome. Alors, il y a ce chien qui vous aide à vous déplacer, on va Oui. peut-être le voir, comment s'appelle-t-il? Oslo? Oslo. Oslo d'or. Est-ce que Oslo peut s'asseoir pour que tout le monde voit qui est l'auxiliaire de vie indispensable? Eh bien, le voilà. Voilà, depuis 2 ans. Oui, il est magnifique. Bon, Camille, vous avez l'aide, l'accompagnement Oui. d'Oslo Oui. dans la vie quotidienne depuis 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, depuis 2 ans. Avant, je me déplaçais avec Avec une canne blanche, mais c'était fatigant. Enfin, ça demande quand même de la concentration, et puis, enfin, on n'a pas la relation avec le chien. Moi, j'adore les animaux, D'accord. donc voilà. Comment évalueriez-vous le retour de votre autonomie ou l'autonomie qui est la vôtre aujourd'hui? Que pouvez-vous faire que vous ne pouviez pas faire avant, en d'autres termes? Bah, j'ai plus d'aisance à me déplacer dans les milieux sombres, Mhm. dans la pénombre. Il y a toujours ce flou qui est toujours présent. J'ai du mal encore à distinguer les visages ou ce genre de choses, mais je suis plus à l'aise dans mes déplacements et il y a des choses que je ne percevais pas avant que je perçois. Et aussi la notion de fatigabilité. Je suis beaucoup moins fatigable dans les déplacements alors qu'avant j'étais crevée vraiment. D'accord. Donc, Je voulais vous poser une question à tous les deux. Comment fonctionne le binôme chercheur et clinicienne? Comment travaillez-vous sur ces questions ensemble de thérapie génique? C'est une histoire. C'est une histoire de. C'est vous deux, mais c'est aussi vous représentez vos corporations respectives. Hein, Tout bien à sûr. fait. Alors, ce sont des corporations différentes, mais Bien sûr. c'est quelque part une sorte d'histoire d'amour. Absolument. D'amour C'est vous qui le professionnel, dites. bien entendu. Ouais. Puisqu'on est totalement complémentaires. Oui. C'est-à-dire que la recherche, les scientifiques sont principalement dédiés à faire de la recherche fondamentale, mais avec une visée appliquée. Et les médecins sont là pour, eux, mettre en application les découvertes auxquelles ils contribuent, puisqu'il ne faut pas oublier que certains médecins comme Isabelle ont la double casquette de scientifique et de médecin. Et donc, il y a une vraie complémentarité. Et je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au fait de cette relation particulière que Entre les médecins, les cliniciens Le ont patient avec les ou la patients. patiente et les cliniciens. J'ai presque oui. envie de dire, on a un petit peu la chance de ne pas avoir cette relation parce que ça nous permet de nous détacher complètement de cet aspect. D'être sans affect. Ça peut être utile, en fait, pour aller vers de l'imagination, de nouvelles approches qui, au départ, pourraient paraître peut-être un petit peu invasives, où on pourrait se dire « Oh non, on ne va pas faire ça ». Et en fait, après, on trouve des solutions pour que ce soit quelque chose qui soit acceptable et faisable. Mais on est un petit peu débridé dans notre réflexion de fait de cette distanciation. Donc, quelque part, c'est une complémentarité utile et essentielle. Professeur Odo?
Non, je rejoins Sylvain. Ouais. Moi, je trouve que depuis que je travaille entre l'Institut de la Vision et les 15-20, je trouve qu'on a vraiment un environnement idéal où d'un côté, on a la chance d'avoir un hôpital expert spécialisé dans l'ophtalmologie, à la pointe sur les techniques d'ophtalmologie, où on va pouvoir avoir des diagnostics précis, recevoir des patients. Et de l'autre côté, on a la recherche. Et comme M. Sahel aime le dire, hein, le centre, c'est le patient, c'est le besoin du patient que le clinicien peut traduire et transférer au chercheur. Et le chercheur qui va travailler sur des domaines d'abord fondamentaux qui peuvent paraître très très loin de la recherche translationnelle, eh bien, va essayer de répondre à une question clinique qui, on l'espère, à la fin, va retourner vers le patient. En fait, il y a effectivement, tu m'as fait penser à quelque chose de très très important. Il y a un aller-retour en réalité, parce que je parlais du fondamental vers le translationnel, la clinique, mais il y a aussi la clinique qui nous apporte, qui nourrit aussi le fondamental pour amener de nouvelles idées et aussi de voir ce qui se passe et d'explorer ce qui se passe quand on met en place un traitement, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire bah, tiens, voilà un nouveau traitement et puis débrouillez-vous. Non, après on fait de l'analyse, ce qu'on appelle du monitoring. Et il y a un vrai aller-retour, un vrai dialogue. Alors, est-ce que le dialogue inclut aussi le retour des patients, des familles des patients, des associations de patients? Comment ça fonctionne? Est-ce que par exemple, je crois que c'est très important, les associations de patients, faites-vous partie d'une association? Est-ce que c'est un recours pour trouver des informations, pour apaiser des craintes? Comment fonctionnez-vous, vous, par exemple, de ce point de vue-là? Ou pas? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, Camille. Parfois, je me renseigne sur Retina. D'accord. Qui est un forum ou une association? C'est une association. D'accord. France. Ouais, Retina France qui fait des magazines tous les mois, qui informe sur ce qui se passe au niveau de la vision, les changements et tout. D'accord. Mais sinon, c'est tout. Après, c'est plutôt vers les professionnels. Quand j'ai ma visite tous les mois, en fait, où là, D'accord. Voilà. Les associations, rôle associatif. Oui, j'ai eu l'occasion d'être invité à des congrès d'associations, comme France Lymphome Espoir par exemple aussi, ou Retina France. Et c'est vrai que ces échanges sont importants aussi pour nous, pour avoir un retour sur le vécu et les impacts sur la vie quotidienne. Aujourd'hui avec le plateau, avec Camille, c'est formidable parce que ça permet aussi d'avoir un retour direct et ça peut aussi nourrir nos perspectives par rapport à ce qui peut être attendu aussi. Isabelle Oudot. C'est essentiel. D'abord, les associations, je trouve, comme Camille l'a souligné, sont aussi des relais de nos centres de maladies rares où on n'a pas forcément le temps de tout expliquer, etc. Beaucoup d'associations aussi soulèvent des fonds pour soutenir la recherche qui seront essentiels. J'allais vous le demander. Pour soutenir des programmes qui sont malheureusement pas financés par la recherche publique, etc. Et ensuite, je ne sais pas le dire en français, mais c'est les patient advocates. C'est que dans les associations de patients, on a des familles, on a des gens très impliqués qui vont dire aux cliniciens, aux chercheurs, là, il y a un besoin, vous ne répondez pas à notre besoin, et qui peuvent aussi soulever des choses et générer eux-mêmes des nouveaux projets de recherche, être participatifs dans les projets de recherche. Alors, dans le domaine des maladies rares rétiniennes, il y a beaucoup de choses qui sont faites au sein de la filière sans gène des réseaux de maladies rares, mais il y a certaines pathologies très rares où les associations de patients sont aussi instrumentales pour réunir un groupe de patients qui va donner du sang pour faire progresser la génétique, qui va s'investir pour que les patients viennent pour certains protocoles de recherche. Donc, c'est vraiment un partenariat essentiel. Oui. Vous voulez rajouter? Oui. Et aussi, il peut y avoir un cercle vertueux qui s'installe dans le sens où les patients vont communiquer entre eux, mais aussi vis-à-vis du grand public, sur leur maladie et faire connaître ces maladies pour qu'elles soient dépistées plus tôt, ce qui fait que ça permettra une meilleure prise en charge. Et donc, il y a un vrai cercle vertueux qui peut s'instaurer grâce aussi, surtout grâce aux associations de patients. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport au 15-20. Oui. Nos hôpitaux savent que c'est très important. Et d'ailleurs, les associations de patients font partie de panels d'experts qui vont donner des avis parfois sur le suivi des patients, etc. Et ça, c'est très important pour améliorer nos pratiques. Est-ce que quelqu'un, un parent par exemple, dont le petit enfant est détecté porteur d'une maladie rare et rétinienne, peut se dire aujourd'hui, cette maladie aura un traitement. Et ce traitement sera la thérapie génique. Est-ce que, à 100%, toute maladie, aujourd'hui on est en 2021, peut
trouver son traitement? Alors, je vais peut-être laisser la parole après à Isabelle, mais Bien sûr. on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a la réponse à toutes les maladies. Ce serait mentir de dire ça, et faut être honnête, on n'a pas la possibilité de traiter toutes les maladies génétiques rétiniennes aujourd'hui. Ceci étant dit, il faut être porteur d'espoir, parce que la recherche évolue à une vitesse faramineuse. Quand on prend de recul sur les 20 dernières années, on a fait plus qu'un pas de géant, hein. Et si on se projette dans les 10 prochaines années, ça va exploser encore plus. Et vous allez détailler tout ça tout à l'heure. Ouais. Donc je pense qu'on peut être honnête en disant qu'on ne peut pas guérir aujourd'hui. On n'a pas la possibilité technique de le faire aujourd'hui, mais pour toutes les maladies, mais ça va venir dans les années, les décennies qui arrivent. Professeur Odo. Voilà, en fait, c'est une question de donner de l'enthousiasme dans la recherche. Et puis, le fait que la rétine, c'est un tissu hyper spécialisé. Nous, on est toujours très jaloux de nos collègues ORL qui vont mettre des implants cochléaires et le patient va... Des implants quoi ? Des implants, vous savez, cochléaires dans l'oreille, là, pour rétablir les surdités profondes. Oui. Malheureusement, nous, on ne peut pas faire ça parce que la rétine est un réseau hyper perfectionné, et pour l'instant, tout ce qui est du domaine de la rétine artificielle ne permet pas d'avoir le même gain que nos collègues ORL avec leurs implants artificiels pour l'audition. Qu'on a affaire non pas à une seule maladie génétique, mais si on parle de la génétique, parce que c'est mon autre casquette, il y a 300 gènes au moins qui peuvent être impliqués dans les dégénérescences de la rétine, et il y en a probablement d'autres à découvrir. Et donc c'est vrai que quand on voit toute cette complexité, on se dit, voilà, où est-ce qu'on va aller? Et on sait aussi que le temps de la recherche, c'est pas forcément le temps du patient. Souvent, les patients nous disent c'est une course contre la montre. Voilà. Et puis surtout, ce qui est très important, même si on est passionné par les développements thérapeutiques qui viennent, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui peuvent être faites au quotidien dans toutes les techniques de rééducation. C'est-à-dire on a des spécialistes de la prise en charge de la basse vision. On parlait en préambule qu'il y a de moins en moins de patients qui apprennent le braille parce qu'il y a des équipements électroniques maintenant avec les tablettes, etc., qui vont supplémenter tout ça. Les cours de locomotion, la canne, c'est très important. Un chien, et on pourra revenir au chien, c'est parce qu'il n'y en a pas assez des chiens guides en France, c'est très important, et ça permet déjà au quotidien, avant d'attendre les espoirs de la recherche, d'aller de l'avant pour beaucoup de patients. Revenez aux chiens maintenant, ce que vous vouliez dire sur les chiens. Il n'y a pas assez de centres qui éduquent des chiens guides pour les besoins qu'il y aurait. Et vous avez attendu, pardon, professeur Odo, vous avez attendu 4 ans pour avoir votre chien? Non, j'ai attendu 2 ans à peu près. Oui. Mais là, on est plutôt sur 4 ans. Ouais. D'accord, en moyenne. Ouais, il y a peu de chiens et beaucoup de gens qui auraient besoin de ces chiens. C'est ça. Oui. Tout à fait. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais dire ça, et c'est vrai que, encore une fois, il y a beaucoup de patients qui viennent nous voir parce qu'ils savent qu'entre l'Institut de la Vision, entre les 15-20, il y a des choses très innovantes qui se préparent. Faut pas oublier le quotidien et des choses qui peuvent être faites aujourd'hui, qui sont pas toujours évidentes à accepter. Hein. L'utilisation d'une canne, c'est pour certains patients traumatisant, un symbole, d'une étape dans la maladie. Voilà, exactement. Alors qu'on n'a pas besoin d'être aveugle pour avoir besoin d'utiliser une canne pour être dans l'autonomie. Vous avez parlé d'autonomie. Oui. Et donc, c'est ça qui est important aussi à se rappeler dans tous les espoirs de la recherche. Il y a quand même des choses à faire au quotidien très concrètes qu'il ne faut pas oublier. Oui, je voulais revenir sur un point qui est assez frustrant du point de vue du laboratoire. C'est qu'on l'a vu avec la crise de la Covid, où il y a eu énormément de moyens de déployer, et ça a été extrêmement efficace. Hein. Quoi qu'on en dise, on a trouvé des vaccins au niveau international en un temps record. C'est vrai que c'est une limitation au niveau recherche pour trouver de nouveaux médicaments pour certaines maladies dont on n'a pas encore les traitements, c'est les moyens. Et je ne veux pas faire forcément un appel aux dons, mais c'est vrai que c'est un des leviers, au-delà des aspects conceptuels, de découverte de nouvelles stratégies thérapeutiques, c'est les moyens qui nous permettent d'avancer plus vite pour toutes les maladies. Et ça, c'est vrai, c'est frustrant parce qu'on sait que des solutions sont possibles, mais il manque juste les moyens pour des moyens et des bras. Donc après, il y a une question de choix de politique stratégique au niveau de la recherche, au niveau national, pour recruter des chercheurs aussi. Mais bon.
Donc il faut l'entendre. Ce sera une autre session de cette Web TV. Alors, j'ai remarqué que vos initiales, Sylvain Fisson, ça faisait SF comme science-fiction. Donc, vous êtes la personne adéquate pour parler du futur par rapport à ces thérapies géniques. Rétine artificielle électronique. Alors, la science-fiction, c'est quelque chose qui fait rêver. La science-fiction, c'est demain ou après-demain, oui, absolument. C'est dans 20 ans, quoi. Alors, ça me correspond bien en plus. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup rêver, la science-fiction, parce que on pense à tout ce qui est technologique avancé et des choses qui sont inimaginables aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'anticipation, c'est-à-dire quelque chose qui peut être réaliste dès aujourd'hui, et c'est le cas par exemple des rétines électroniques où d'ailleurs le centre, l'Institut de la Vision, l'hôpital des 15-20, José Alain Sahel et les collaborateurs sont des pionniers dans le domaine pour mettre des implants électroniques au niveau rétinien qui remplacent finalement ces cellules photoréceptrices, ces usines solaires qui vont pouvoir capter, détecter ces signaux lumineux et les transférer vers la rétine, enfin vers le cerveau. C'est quelque chose qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des détecteurs, des systèmes de lunettes aussi qui permettent de capter la lumière et de la transférer sur des détecteurs. C'est quelque chose qui est en pleine explosion, qui est le futur, une des approches du futur. Parce qu'il faut savoir que pour les patients qui sont pris en charge peut-être parfois trop tardivement, eh bien, les photorécepteurs ne sont plus là, donc on ne peut plus les corriger. Le livre n'est plus, la bibliothèque a brûlé, donc on ne peut plus corriger la faute d'orthographe dans le livre. Eh bien, il faut mettre quelque chose qui remplace cette bibliothèque, et ces fameux capteurs peuvent éventuellement être une solution. Donc c'est les yeux augmentés, d'une certaine manière. On pourrait imaginer des individus augmentés avec des yeux artificiels qui voient même dans des spectres lumineux que nous ne voyons pas. Par exemple, voir ce que voit un oiseau ou un insecte ou je ne sais qui, je ne sais quoi. On pourrait imaginer tout et n'importe quoi pour le futur. Mais il faut bien entendu mettre dans l'histoire l'éthique. L'éthique qui est très importante, en particulier en France, et pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Voilà. Quelle est la différence entre thérapie génique et thérapie cellulaire ? Professeur Odo et ensuite Sylvain Fisson. Vas-y, je t'en prie. Avant d'aborder les questions des internautes qui ont envie de vous poser des questions, vous allez y répondre. En fait, c'est assez simple. La thérapie génique, c'est amener une séquence génétique, une séquence nucléique génétique exogène pour traiter une maladie. Alors que la thérapie cellulaire, c'est amener des cellules. Donc ça, c'est un grand champ aussi très compétitif de recherche. Dans toutes les neurosciences, en fait, puisque les cellules de la rétine sont des cellules nerveuses, comme le cerveau. Et chez l'humain, ça ne se multiplie plus. Une fois que c'est dégénéré, c'est parti. Et du coup, toute cette thérapie cellulaire, c'est un grand champ de recherche. On appelle ça aussi la médecine régénérative pour essayer d'amener des nouvelles cellules. Alors, on sait le faire pour la couche de soutien des photorécepteurs qu'on appelle les cellules d'épithélium pimenté rétinien, qui ne sont pas des neurones. Mais pour l'instant, on ne sait pas greffer des rétines. Oui, non, mais je peut éventuellement ajouter qu'il y a effectivement des essais cliniques en France. Je pense à Christelle Monville, par exemple, à l'Université d'Evry, qui porte un essai clinique, enfin co-porte avec d'autres, avec les cliniciens, un essai clinique, voilà, au 15-20, absolument, encore une fois. Un essai clinique avec un transfert de cellules, de couches cellulaires qui va remplacer cet épithélium de soutien. Donc il y a des avancées. On n'en est pas encore à guérir encore une fois toutes les maladies grâce à ça, parce que ça s'applique à des maladies très spécifiques, mais il y a plusieurs approches, et c'est ça qui est aussi très encourageant. Parce qu'il faut quand même qu'on porte un message positif et qui est réel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches thérapeutiques. On l'a vu avec la thérapie génique, il en existe différents types. La thérapie cellulaire pour certaines maladies spécifiques, les implants rétiniens. Donc on va avoir à un moment donné plusieurs cordes à notre arc pour choisir le plus adapté en fonction du patient, de son stade d'évolution. Et c'est vraiment pour le futur extrêmement bénéfique. Encourageant. Très encourageant. Et si je peux compléter, en fait, il y a des approches qui pourront être complémentaires. Par exemple, on n'a pas parlé comme thérapie génique d'un gène médicament qui va coder pour une molécule neuroprotectrice pour empêcher que les photorécepteurs dégénèrent. Eh bien, on pourrait coupler une molécule neuroprotectrice pour stopper la dégénérescence des photorécepteurs à, par exemple, l'optogénétique pour réactiver les photorécepteurs qui sont dormants, qui ne fonctionnent plus, mais qui sont encore présents. Donc soutenir d'un côté les photorécepteurs et les réactiver, les rendre plus performants.
encore quelque chose d'encourageant. Tout à fait. Alors, avant qu'on prenne en charge les questions qu'ont posées les internautes, et il y en a une 5, 6, 7, est-ce que vous voulez poser une question au chercheur, professeur Fisson, ou au professeur Odo, Camille? Et vous êtes libre sur votre futur, sur votre présent, sur ce qui vous concerne. Oui, j'aurais peut-être juste une question. Est-ce que vous pensez que, avec ma pathologie et mon gène, du coup, un jour, je puisse récupérer de la vision? Ça, c'est une question très, très critique. Moi, je pense que il y a encore des choses qu'on a besoin de comprendre. Et c'est vrai que ce fameux gène RPE65, qui est très important pour la vision nocturne, mais aussi pour la vision de jour, on sait que cette thérapie génique par remplacement sur RPE65, ça donne une amélioration significative pour la vision nocturne. Par contre, on reste encore un petit peu sur notre faim, sur la vision des détails, pour lire par exemple l'horloge qui est en face. Et en fait, c'est de nouveaux voies de recherche et d'investigation. Et on peut penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette thérapie génique, elle va protéger vos cellules photoréceptrices qui peut-être n'ont pas une forte restauration de la fonction, mais qu'il y aura d'autres étapes qui vont essayer de les rendre plus performantes. Et Camille n'a que 24 ans, donc d'autres Exactement. étapes, elle a tout le temps d'autres étapes. Alors j'ai des questions pour vous, nous avons des questions pour vous. Y a-t-il du nouveau pour la prise en charge de la rétinite pigmentaire? Alors pour la prise en charge des soins, depuis les années 2000, il y a une grande chose dont il faut être fier en France, c'est la labellisation de centres experts maladies rares et tout le réseau maladies rares, qui contrairement à d'autres pays, et même les États-Unis nous envient là-dessus, ne sont pas aussi fédérés comme ça et qui permettent déjà d'avoir accès peut-être un peu plus rapidement à des diagnostics précis. Autre chose qui est nettement améliorée, c'est le diagnostic moléculaire, une maladie génétique. Ça veut dire qu'il y a un gène qui est muté. Et du coup, dans le diagnostic, on va aussi passer par l'identification de la cogénétique. Et ça, les laboratoires de diagnostic ont fait beaucoup de progrès pour aller plus vite. Et actuellement, depuis 2020, il y a le grand plan France Médecine Génomique qui, pour les dystrophies rétiniennes, a reconnu les dystrophies rétiniennes comme une priorité pour faire une analyse du génome, quelque chose d'assez inédit en France, pour aller plus vite dans l'identification des défauts génétiques. Et normalement, en 2021, tout patient qui est atteint d'une maladie génétique devrait avoir une caractérisation génétique. Et ça, c'est important. Important pour les conseils qu'on va lui apporter, important pour le suivi de sa famille, le risque de récurrence à la descendance, mais aussi pour les protocoles thérapeutiques, parce que qui dit thérapie génique, dit identification du défaut génétique au départ, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est nettement amélioré et révolutionné dans la prise en charge. Oui, professeur Fisson. Oui, ça me fait penser qu'on entre dans l'ère, on est entré dans l'ère de ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on n'applique plus un traitement identique à tous les patients. On va maintenant progressivement adapter le type de traitement, la dose, les éléments de prise en charge. Je pensais aux immunosuppresseurs tout à l'heure, avec toutes ces caractérisations personnelles et génétiques, prendre en charge les patients de façon spécifique. Et ça, c'est quelque part, c'est une nouveauté. C'est comme ça rentre. On sort du schéma où on donne le même médicament à tout le monde. Là, on va certainement aller vers maintenant des traitements plus adaptés. J'ai entendu le mot descendance. Donc ça induit une question, évidemment. Une personne aujourd'hui, comme Camille, pardon de vous prendre à témoin pour ces questions, Camille, mais une personne, homme, femme, porteur donc de cette maladie rare, rétinienne, se dit-elle, je vais la transmettre inévitablement, et qu'est-ce qui peut être fait pour rompre cette chaîne de la transmission? Est-ce que quelque chose peut être fait? Donc ça, c'est la question que tous les patients vont nous poser quand on va dire que c'est une maladie génétique. Bien sûr. Alors comme je le disais, il y a plusieurs formes de maladies génétiques, et il y a effectivement des formes familiales et des formes non familiales. La plupart des pathologies quand même génétiques, on va prendre l'exemple de Camille, sont liées à une combinaison entre deux parents et du coup peuvent atteindre dans une fratrie plusieurs membres, il y a un risque sur 4, mais il n'y a pas de risque pour la descendance à condition qu'on ne se marie pas entre cousins. C'est très bien pour les généticiens pour découvrir des nouveaux gènes, mais ce n'est pas bien pour les patients et les risques à la descendance. Voilà. Il y a
patients qui vont avoir des formes familiales. Et donc, dans ces cas-là, on va leur conseiller d'aller en discuter avec un généticien pour voir les options possibles, évaluer le risque et donc, au cas par cas, discuter s'il y a la possibilité de faire un conseil génétique ciblé par rapport à ça. Vous voulez ajouter quelque chose, Camille, sur cette question ? Non, rien de... Très bien. Alors, je vous pose à tous les deux une autre question. Avec la thérapie génique, dans combien de temps pourra-t-on guérir la DMLA sèche ? Question de définition, DMLA sèche, pour ceux qui ne sauraient pas très bien ce que c'est. Et puis, est-ce que oui ou non, on pourra la guérir ? Donc DMLA, ça veut dire dégénérescence maculaire liée à l'âge, et sèche, c'est-à-dire que c'est par opposition à humide, c'est-à-dire qu'on a une dégénérescence progressive des photorécepteurs du centre de la rétine, la macula, sans la production de vaisseaux anormaux. Alors la DMLA, ce n'est pas une maladie purement génétique, c'est ce qu'on appelle une maladie multifactorielle, avec des facteurs de prédisposition génétique. Et du coup, pour l'instant, on ne pourra pas faire la thérapie génique avec un seul gène. Alors on a... C'est pas mon expertise, mais il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Et les dernières années, il y a quelque chose de très important qui a été mis en exergue sur la DMLA, c'est le rôle de l'inflammation. Et donc, on peut penser que sur la DMLA sèche, comme l'inflammation est importante, on pourra peut-être concevoir de la thérapie génique avec des gènes qui vont moduler la surinflammation et qui conduit à la dégénérescence des photorécepteurs, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, inflammation ? Alors ça, c'est le rôle de Monsieur Fisson, c'est l'immunologie. Allez-y. Ça veut dire quoi, inflammation ? Alors, il y a différentes définitions, mais si on prend une définition médicale, c'est des signes cliniques tels que la rougeur, le gonflement, la douleur. Voilà, il y a quelques signes comme ça qui indiquent que ça ne va pas, comme par exemple un panari. Voilà, il y a une inflammation qui est en fait une réaction de l'organisme à quelque chose qui est perçu comme un danger. Et ce danger peut provenir de l'extérieur, en général, vient de l'extérieur, comme je disais pour les virus, ou de l'intérieur, comme des cellules tumorales. Mais donc cette inflammation met en jeu des cellules immunitaires, en général spécialisées pour ça, qui vont déclencher des substances qu'on appelle pro-inflammatoires, qui vont créer tous les signes que je vous disais tout à l'heure, donc du gonflement, donc de la rougeur, et puis éventuellement de la douleur. Après, cette inflammation peut être contrôlée par des anti-inflammatoires qu'on connaît très bien, le paracétamol ou ces agents stéroïdiens. Ou d'autres. Autre question, thérapie génique, quid du glaucome, demande Joël. Et oui, ça nous intéresse, il y a beaucoup de gens qui ont des glaucomes en France. Oui. Et alors, pas qu'en France. Oui. Là, ça, c'était la session précédente. Oui, absolument. C'était on pourrait poser la question au professeur Baudouin et à son expertise. Oui. Si j'ai pu comprendre des derniers développements, il existe des protocoles qui sont en préparation pour notamment moduler la production de l'humeur aqueuse, dont l'équilibre entre formation et évacuation est une des causes du glaucome. Et donc, il y a des recherches dans ce sens-là qui pourraient être prometteuses, mais je pense que ça, c'est très balbutiant. Et encore une fois, le professeur Baudouin serait beaucoup mieux placé que moi pour en discuter. Donc, c'est très balbutiant et il n'est pas question de donner pour le moment un espoir à tous les porteurs de glaucome par rapport à cette question de la thérapie génique. Je vous sens très prudente et à raison sur le sujet, professeur Odo. Alors, j'ai une autre question. Quels sont les avantages en matière de traitement des dystrophies cône-bâtonnet ? Demande Daniel. Oui, donc les dystrophies cône-bâtonnet, c'est l'inverse, on va dire, entre guillemets, de la rétinopathie pigmentaire, c'est-à-dire que les patients vont perdre d'abord la vision centrale, puis la vision périphérique. C'est aussi une forme assez sévère de dystrophie rétinienne. C'est une forme un petit peu plus rare, même beaucoup plus rare que la rétinopathie pigmentaire, et c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins de recherche dans ce domaine. Un des gènes majeurs, par exemple, dans les dystrophies cône-bâtonnet, c'est un gène qui s'appelle ABCA4, qui est aussi impliqué dans une autre maladie qui s'appelle la maladie de Stargardt. Et donc, il y a beaucoup de recherches sur cette maladie-là aussi, qui touche à l'évacuation de la vitamine A dans l'œil. Et donc, il y a eu déjà des essais de thérapie génique dans ce sous-groupe qui nécessite d'être plus conforté, ou des manipulations pharmacologiques sur le métabolisme de la vitamine A. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sous-groupe de maladies, peut-être un peu plus rares et peut-être un peu moins caractérisées et connues.
Alors, à travers ta réponse, Isabelle, on se rend compte que ça devient très rapidement complexe, en fait. Hein. Ouais. Et c'est là où la recherche fondamentale est complémentaire. C'est un autre exemple de ce qui est fait au niveau médical. Et pour répondre aux questions des patients, il faut connaître ces différentes cellules. Les cônes qui permettent la détection de la couleur, les bâtonnets de la détection de tout ce qui est noir et blanc, et de la lumière blanche. Et donc, tous les mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans cette perception visuelle. Donc c'est encore une belle illustration dans ta réponse de cette complémentarité qu'on évoquait tout à l'heure. Qui fait cette pédagogie ? Comment rendre plus accessible à tous cette pédagogie, justement, sur la complexité de cette recherche, sur la complexité de ces questions ? Les associations, vous, qui ? Alors, les associations, déjà, au départ, il y a tous nos chercheurs fondamentaux qui vont décoder toute la circuiterie, toutes les voies moléculaires et qui rendent la beauté du fonctionnement de la rétine, qui nous permet de voir toutes les palettes de la vision. Et puis après, il y a la simplicité, la vulgarisation pour informer le grand public, les associations de patients, etc. Oui, tout à fait. Que peut le grand public pour vous, pour la recherche, pour les chercheurs ? Qu'attendez-vous du grand public ? Que le grand public soit en soutien des chercheurs, de ces chercheurs, parce que nous sommes au service de la nation et de ses attentes. Donc qu'il y ait effectivement une reconnaissance peut-être par rapport à ça, mais au-delà de ça, un soutien, une communication. C'est vrai que la communication est l'ouverture par rapport aux messages qu'on essaye de délivrer, messages qui lorsqu'ils sont délivrés par des scientifiques, on va dire sérieux, vont être sur des faits. Et c'est important de chercher à avoir l'origine des sources des informations qui sont communiquées. Donc ça nécessite aussi, ce qu'on attendrait du grand public, c'est qu'il développe un esprit critique par rapport à ce qu'il peut entendre. Et toujours poser la question, mais d'où vient la source ? Quelle est la source ? Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est actuellement très important. De plus en plus, j'imagine. Après, c'est aussi que le grand public soutienne, si possible, les actions qui lui tiennent à cœur. Ça peut être par des dons, ça peut être aussi, comme je disais, par la communication. Camille, c'est vous qui aurez le dernier mot. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez entendu ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui aurait suivi cette émission sur la Web TV de l'Institut de la Vision et qui serait préoccupé par une question liée à son état de santé rétinien ou de quelqu'un de sa famille aurait trouvé quelques réponses ? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des réponses apportées ? Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations ce soir. C'était très, très intéressant. Même moi, j'en ai appris beaucoup. Ouais. Ouais. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Ouais, très bien. Oui, de mieux en mieux ou... Oui, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Merci Camille. Avec plaisir. Merci professeur Fisson, merci professeur Odo. Voilà, c'est terminé, on est à peu près dans les temps. Oui, absolument. J'annonce, est-ce que je peux annoncer ? Oui, la prochaine émission, ça sera consacré justement à la myopie et de l'épidémie aux solutions thérapeutiques. Épidémie de myopie, voilà, qui est très mystérieux. Ce sera le jeudi 16 septembre à 19h30 sur la Web TV de l'Institut de la Vision. Merci à tous, merci encore à tous les trois et bonne soirée. Et à bientôt, donc, après les vacances, pour ceux qui en prennent. Merci.